Ok, a priori, tout le monde est en silencieux. Si vous voyez que pour une raison ou une autre, ça repasse en mode non silencieux, alors je vous demande de vous remettre en silencieux. Donc, je m'appelle Ariel Semama, je travaille au Minal Keilati de Baka avec les Olim Khadashim des quartiers de Baka, Ardona, Talpiot, Mekor Chaim et Abou Tor. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Je vois beaucoup de visages familiers et puis beaucoup de noms que je ne connais pas. Bienvenue à Ariel Assaf, notre guide qui va nous emmener en voyage à travers l'histoire de Tsahal. Et on va plonger dans le sujet très, très rapidement. Je ne vais pas m'étendre. Je vous ai envoyé un email en vous donnant les liens des groupes WhatsApp dans lesquels vous trouverez les informations sur les activités que l'on propose. Mais avant de commencer, je voudrais vous proposer d'entendre Geneviève Molina, la maman de Elie Guénassia, qui est tombée dans la guerre. Et je vais mettre sa photo et on dit la conférence de ce soir à sa mémoire, à la mémoire de Elie. Geneviève, j'imagine que c'est pas facile du tout et je vous remercie beaucoup d'être là ce soir avec nous pour partager avec nous quelques éléments sur votre fils, pour nous parler de lui et pour qu'il puisse ensuite vivre en nous aussi. Alors, je partage une photo de Ellie que vous m'avez envoyée. Et puis, j'en ai quelques-unes, donc j'essaierai d'en mettre quelques-unes pendant que vous parlez. Et je vous donne la parole. Alors, il faut Alors, je mets tout le monde en silencieux. Et par contre, Geneviève, je vous demande d'activer votre micro. Je ne le vois pas là. Essayez de parler comme ça. Là, vous m'entendez? Très bien. Ok, super. Voilà, je commence par vous mettre la photo que vous avez sûrement vue dans la presse. Vous la voyez? Oui, On la voit oui, bien? oui, super. Top. Alors, on vous écoute. Valentin, il est né à Montpellier le 28 octobre 2000. Il aurait eu donc 23 ans le 28 octobre 2023. Euh, bon, je pense, et ça, je veux pas qu'on l'oublie. Bon, là, on va parler de Valentin, mais il y a beaucoup de soldats aujourd'hui qui sont encore au combat, beaucoup de soldats qui sont malheureusement partis aussi, et je pense aussi à eux, et je pense aussi à leur famille. Donc Valentin, c'est un enfant très, très, très espiègle, très casse-pied, très coquin. Il mettait des glaçons dans le lit de sa sœur, il embêtait sa sœur tout le temps. Il gribouillait ses dessins dès l'instant où elle partait. Il était très feignant à l'école, mais progressivement, il avait besoin de se démarquer. Alors, il a commencé avec le sport. Il avait besoin de se démarquer, de faire beaucoup, beaucoup de sport, plein de sport. Et puis après, pourquoi est venu son amour d'Israël? J'ai encore beaucoup de mal à le dater. Je sais que dans sa chambre, il y avait le drapeau. Je sais qu'il tirait aussi, qu'il jouait au tir à l'arc dans sa chambre, donc il y avait des trous de partout. En attendant, il décide de se lancer dans les études de droit, parce que le droit, c'était super important pour lui. Et puis, il nous disait toujours, maman, tu sais, tout le monde est défendable. Tout le monde est défendable, il faut comprendre ça et c'est important. Donc, il a excellé, même s'il avait un grand poil dans la main et qu'il était feignant. Il a excellé parce qu'il a fait un concours de plaidoirie en première année. Il a fini finaliste en second et ça, c'était jamais arrivé. Évidemment, il est passé dans le journal. Évidemment, il était fier de lui. Il avait toujours besoin de se prouver quelque chose et de prouver aux autres. Et en même temps, il prouvait aux autres en les poussant aussi à faire plus. C'était vraiment sa façon d'être et sa façon de faire. Ensuite, il a fait le Taglit. Bon, le Taglit, ça a été vraiment sa révélation avec le Rav Ethan Fison. Il a passé des jours merveilleux. On a rencontré Ethan Fison et à Shiva et Shloshim. Il nous a expliqué que Valentin, bah, c'était un petit coquin. Il arrivait toujours en retard. Il mettait tout le monde en retard dans le bus. En attendant, il les poussait tous. Il leur disait, allez, on y va. Il chantait, il pleurait. Il a pleuré quand il est allé au Moherzl. Il a pleuré au Masada. Il a pleuré. Et progressivement, donc, il a gardé des contacts avec lui.
Et un jour, il lui a écrit en hébreu en lui disant je m'appelle plus Valentin, je m'appelle Élie et je viens en Israël. J'ai décidé de venir en Israël et de vivre là-bas. Ça a été un premier passage. Donc moi, quand il m'a annoncé ça, j'ai dit tu finis ta licence en tant que maman. Donc il a fini sa licence, il est parti, il a suivi le programme Mahal. Avec le programme Mahal, ben, pareil, il a fallu qu'il défende ses racines, il a fallu qu'il défende nos racines. En 3 mois, lui qui n'aimait absolument pas travailler, il a appris l'hébreu. Il est avec ses petits livrets, des petits carnets qu'il avait partout. Même pendant la récréation, non, non, il n'allait pas à la récréation, il apprenait l'hébreu. Et il poussait tout le monde. Il poussait, il stimulait. Il se stimulait lui-même, je pense, en même temps, pour toujours faire plus. Donc ensuite, il a voulu intégrer les unités d'élite. Ça a été une grande déception pour lui de ne pas atteindre les commandos, mais je pense que c'est la langue qui l'avait coincé. Il est arrivé donc chez les parachutistes, chez les centranimes, dans l'unité 890. Pour moi, c'était bien, bien trop déjà, puisque je voulais pas qu'il saute à l'élastique quand il était jeune. Et puis là, il me sortait, bah, je vais, je vais être chez les parachutistes. Donc là, ça a été un deuxième changement où là, moi, pendant ces 2 ans, puisqu'il est arrivé en février 2022 en Israël, pendant ces 2 ans, je l'ai vu, même pas un an et demi, je l'ai vu toujours avec le sourire, je l'ai vu toujours éblouissant, toujours heureux, toujours à me pousser, toujours à me dire, allez maman, le mental, allez, on y va, il faut croire en la vie, le ciel est bleu, même si on a des petits bobos, c'est pas grave, on y va, on pousse. Et il poussait tout le monde. Malheureusement, il est arrivé le 7 octobre, donc avant ça, donc, il m'a fait la surprise fin août de venir à Montpellier, parce que moi, je devais venir pour Rosh Hashanah en Israël. Donc, il est arrivé avec son bouquet de fleurs, tout beau, tout mignon. Coucou maman, je suis là, je sais que tu n'aimes pas prendre l'avion. Cette vidéo, elle est passée partout. Et j'ai cette chance de l'avoir vue et d'avoir partagé des moments. Mais c'est très, très dur. Donc après, on est parti. Je lui ai refait sa chambre entièrement. Donc il n'y avait plus de trou de tir à l'arc. Donc j'ai une chambre toute neuve à la maison. On est parti en Israël mardi soir. Mercredi, on avait fait Tel Aviv. On a été manger éthiopien, où il m'a raconté l'exode parce qu'il s'intéressait à tout. Le mercredi, on a décidé d'aller à Yad Vashem. C'était super important pour moi. On devait faire le mur. Puis on passe devant le cimetière. Et puis là, il me dit, le 14 septembre, maman, tu sais, c'est là où je veux être enterrée. Je lui dis, mais Valentin, tu joues à quoi? C'est pas possible. Ça voudrait dire que tu es soldat, ça voudrait dire que tu pars. Non, arrête tes bêtises. Et puis tu recevras mon petit collier. Je dis, arrête, allez, on va visiter Yad Vashem, on visite Yad Vashem. On ressort. Et puis il me répond, il me dit, maman, bah écoute, Herzl, on n'a pas le temps, j'ai faim. Il avait toujours faim, Valentin. C'était un mordu de tout. Et il me dit, écoute, on le fera la prochaine fois, le Herzl. La prochaine fois, ça a été le jour de son enterrement. Donc voilà, le reste, on le connaît. Le 7 octobre, il a été... Bon, moi, je l'ai eu le 6 octobre au téléphone. Bonjour maman, je suis avec Josh, c'était son compagnon d'armes. On s'ennuie, on est près de la mer morte. Il y a Simchat Torah ce soir, au moins on va bien manger, mais bon, vivement que ça se termine. Dans une semaine, j'ai fini, ça ne me sert plus à rien, je fais rien. Il avait besoin de faire. Et ben, le samedi, ben, pas de nouvelles. Donc le samedi soir, j'essaye d'avoir la maman de Josh puisque j'avais ses coordonnées. Et puis elle me dit, on est à l'hôpital. Puis après, j'ai Josh. Qu'est-ce que je raconte? J'ai Josh au téléphone qui me dit, on a été blessés. Moi, il a eu pas mal de blessures et puis des blessures psychologiques, bien sûr. Il s'en sort, on est content pour lui. Et il me dit, et je lui dis évidemment, et Valentin. Et là, il me dit, il a été très frappé, mais il est parti sur une autre civière, je ne sais pas exactement, je suis tombée en même temps. Et je lui dis, mais il a été blessé où? Et là, il me dit, à la tête. Et là, je lui dis, ah non, c'est pas possible. Ne me dis pas qu'il a été frappé à la tête, c'est pas possible. Et là, il se reprend, il me dit, non, 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 non. Je pense qu'il a eu peur. Il a bien réalisé que j'avais très, très peur. Donc, j'étais à Paris, malheureusement. Quoi, malheureusement. Je suis repartie très vite à Montpellier pour récupérer mon passeport.
on a décidé avec son papa et ma fille de partir tous les trois. Ça a été compliqué de trouver des places. On a eu l'aide. On a eu beaucoup d'aide derrière Big Doll, de pas mal de gens qui nous ont permis de partir lundi soir dans la nuit. On est arrivé mardi à 5 heures du matin. Là, bizarrement, sa famille d'accueil, parce qu'il avait une famille d'accueil qui était en état, nous dit, tu sais, il s'est beaucoup combattu, il a beaucoup combattu. Là, ça commençait à faire beaucoup, d'autant plus que quand on a atterri, j'ai ressenti des tremblements partout et j'ai dit à ma fille, mais il est mort, il est plus là, il est plus là. On arrive, on est là pour voir des hôpitaux, mais je sais qu'il est plus là. Donc moi, j'avais beaucoup de signes qui me disaient que j'avais plus d'espoir. Et puis le mardi matin, avant même que les militaires arrivent, j'ai entendu qu'il y avait des docteurs qui appelaient chez ma cousine où on habitait. Et puis les militaires sont arrivés. Et puis ils nous ont annoncé la nouvelle. Et puis bon, après, on a su un petit peu ce qui s'était passé. Donc le 7, en fait, ils ont été appelés à 6h30 en leur disant préparez-vous, on vous envoie 2 hélicos. Le premier, on a eu une photo de Valentin où il a les bras en l'air, où il est presque heureux de partir en se disant bah, ça y est, je vais combattre et je vais sauver des civils. Je pense pas qu'il avait imaginé à ce point-là au départ, mais je pense qu'ils l'ont très vite compris. L'hélico a été bombardé, ils ont réussi à atterrir. Ils étaient dans un village à côté, je me rappelle plus du nom. Et ils étaient à 3 kilomètres de Be'eri, donc ils ont sauvé les pilotes, ils ont sauvé tout le village. Les gens sont venus au Shoshim, au cimetière, et ils nous ont dit, mais il nous a tous sauvés. Et donc, ils ont marché 3 kilomètres jusqu'à Be'eri, ils sont rentrés dans ce village où ils ont traversé pas mal de maisons, où ils ont mis en sécurité pas mal de gens, ils ont tué des terroristes. Ils sont arrivés à une dernière maison où là, il y avait son commandant qui voulait rentrer devant. Et puis Ellie, maintenant je l'appelle Ellie, Josh et un certain nombre de personnes ont dit non, 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 mais protégez, nous on va passer par derrière, on va voir ce qui se passe. Devant, la maison était plastifiée, donc ils auraient tous sauté. Derrière, il est arrivé devant une fenêtre et il a pris une balle dans le cou. Voilà. Il est tombé, d'autres sont tombés. On a su après que, logiquement, il est tombé de suite, qu'il n'a pas trop souffert. Ils ont essayé de l'entuber, ils ont essayé 2-3 choses. Il a sauvé 70 civils à Be'eri. Il a sauvé ses frères d'âme. Un autre soldat, Ariel, a succombé en même temps. Donc aujourd'hui, elle est kidnappée, elle est soldats morts. On pense à tout cela. Voilà, donc lui, il aimait la vie. Il voulait que les gens aiment la vie. Et il avait toujours ce sourire. Et on essaye de véhiculer ce sourire qui est toujours dans notre cœur et qui est difficile. La guerre a emporté les rires des enfants, le sourire de mon fils. J'espère qu'un jour, ça reviendra et qu'Israël en deviendra de la lumière et de la paix. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Amen à ce que vous avez dit. Et je laisse ceux qui veulent, si quelqu'un veut poser une question. Je vous remercie, Geneviève. Est-ce que vous voyez la photo de la cérémonie au Kotel? Enfin, c'est ça que vous voyez sur l'écran? Non? Alors, je voulais juste vous la partager. Peut-être que vous, Geneviève, vous avez quelque chose à nous raconter sur cette cérémonie, un souvenir à partager. J'essaye de vous la mettre. Non, je suis désolée, ça, il y a mon ordinateur qui rame un peu. Je fais un dernier essai et sinon si en attendant quelqu'un a Oui, une question, allô, oui, vous m'entendez? je vous entends.
La vidéo s'est arrêtée. Pourquoi elle s'est arrêtée? J'essaie juste de partager avec vous, la photo Alors de la moi, je vous entends. Je ne sais pas si vous m'entendez. La vidéo s'est arrêtée. Je ne sais pas où je la retrouve. Ah voilà, ça y est. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah voilà, ça y est, je vous ai. Ah, vous m'entendez? Est-ce que vous Oui, m'entendez? Oui. Ok. Je ne sais pas si tout est ok. Oui, je pense que oui. Merci à Hélène. Ouais, du courage. Je suis pas sûre d'en avoir autant que ça. Merci. Merci à tous. Ok. Alors, je suis reconnectée, j'ai eu un petit problème technique, du coup, je ne vais pas essayer de partager la photo, je suis désolée. Il n'y a pas de Euh, souci. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question pour Geneviève? Geneviève, je vous remercie Oui. infiniment d'avoir partagé avec nous ces quelques mots. Il faut énormément de courage. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui vous remercient dans le chat. Je vous enverrai les messages. Oui, je les vois aussi. Je les remercie aussi d'ailleurs. J'espère que voilà, qu'on n'oublie pas tous les autres malheureusement qui tombent tous les jours et qu'on arrête cette barbarie et que les gens comprennent ce qu'est l'État d'Israël et qu'on arrête de dire des ignominies sur Israël. Voilà. Amen. Merci infiniment. Et Merci. sur ce, je donne la parole à Ariel Assaf pour nous emmener en voyage à travers l'histoire de Tzahal Bien sûr. Merci. que, que Valentin Elie a si bien représenté. Merci. merci Ariel. Est-ce que tu peux me mettre en host, en co-host, s'il te plaît? Alors, normalement, tu peux partager ton écran sans que je te mette en Ah, host. Et ok, comme j'ai été déconnectée, je suis même pas sûre d'être moi-même host. Je vais regarder. d'accord, oui, je vois. Ok. Tu dois pouvoir partager. Avant que je lance le diaporama, Ariel m'a demandé de donner la parole à Geneviève avant. Je pensais que, j'ai pensé, je le pense encore que l'initiative était mevorechet, que c'était une très bonne initiative, mais de l'autre côté, j'ai du mal à continuer. Nous avons nous-mêmes perdu un fils à l'armée il y a 8 ans. Alors, Geneviève, je sais, je comprends dans quelle situation tu es. La Nechama, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est vrai que c'est encore trop tôt. Très difficile. C'est très difficile, je comprends. On a eu, je viens de parler il y a une demi-heure avec notre petit dernier. Nous avons 5 fils et gendres qui sont au combat, et le petit dernier qui combat depuis un mois à Gaza vient de sortir après un mois de combat. Et après ton témoignage sur l'histoire de Valentin, j'ai du mal à continuer. Et une petite chose que je peux rajouter qui Oui, peut vous apporter un plus, oui, c'est que pendant la Shiva, on a rencontré Yossi Tayeb. Et moi, il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et je lui ai dit, mais c'est simple, mon fils n'a pas encore fini son alia, parce qu'il avait fait le programme Mahal, il allait finir la semaine, donc il était en train de le faire. J'ai besoin qu'il soit israélien. Une loi est sortie, les 3 lectures ont été acceptées mercredi. Mon fils sera israélien et cette loi porte son nom, Eli Valentin Nassia. Donc ça a été quelque chose d'important, vraiment d'important. Et en plus, on a demandé, et ils l'ont fait d'office, on n'a même pas eu à insister, que la loi soit rétroactive. Donc tous les militaires étrangers qui n'avaient pas eu le temps de finir leur alia ont le droit de demander leur nationalité israélienne à titre posthume. alors Geneviève aussi, quand vous ferez votre aliyah et que vous aurez votre théodat zéout israélienne,
Il y a aussi une autre loi qui a changé il y a 2 ans. Oui, Et votre fils restera inscrit dans la Teudat Zehut, parce que dans le temps, quand on perdait un enfant, il était effacé de la Teudat Zehut. Dans la Teudat Zehut, il y avait uniquement le nom de la personne, un conjoint et les enfants en vie. Et après des demandes au tribunal, c'était changé. Et aujourd'hui, l'enfant reste présent c'est ça. dans la Teudat Zehut. Bien. Ok, je vais essayer de continuer. Pardon, un instant. Et, et donc, maintenant, cher. Bien. Ok, donc vous voyez la conférence. Et cette conférence, j'ai pensé après un autre titre. Cette musique pour l'instant. Et le titre de la conférence, j'aurais pensé le mettre de la fronde de David à la fronde de David, puisque on sait que dans les textes, David, le, le grand roi d'Israël, affrontait Goliath, le géant philistin, avec une fronde. Et aujourd'hui, le dernier système en date qui protège les citoyens israéliens des missiles qui nous arrivent des Houthis au Yémen s'appelle Keilat David, la fronde de David. Donc de la fronde de David ancienne à la fronde de David moderne. Euh, je me rends compte après ce qui a été dit que j'ai fait une erreur dans cette conférence. J'ai mis trop l'accent sur la technologie. J'ai un petit peu oublié les soldats. J'aurais dû faire plus parler des soldats. Mais la raison pour laquelle cette conférence est très orientée technologie pour comprendre d'où on est parti et où on est arrivé, c'est parce que la bravoure des soldats, elle n'a pas changé. On est dans la même ligne que les combattants de 48 ou que les combattants de Bar Korba. Ce qui a changé, c'est nos moyens technologiques qui a fait qu'on est parti d'une fronde et qu'aujourd'hui notre fronde traverse le ciel à des vitesses supersoniques. Donc j'ai mis l'accent sur la technologie. La deuxième raison, c'est évidemment que je me suis pas présenté. Je m'appelle Ariel Assab, je suis guide touristique, mais dans un passé un peu plus lointain, j'ai fait des études au Technion. D'ailleurs, juste après Edith, qui m'avait accueilli au Technion, elle faisait sa maîtrise quand je suis arrivé en premier cycle. Et après, j'étais pendant 22 ans officier dans l'armée, comme officier technique pour développer des technologies. Donc, les technologies de salle, c'est quelque chose que j'ai vécu au jour le jour pendant 22 ans. Et donc, ce que je voudrais vous faire partager, c'est justement ce saut incroyable qui a été fait depuis 48, où on s'est battu à main nue, jusqu'aujourd'hui, on est vraiment dans la guerre des étoiles avec des technologies auxquelles on ne pensait pas, on ne rêvait même pas il y a 20 ans. Alors, je commence. On va juste peut-être commencer par la fronde de David. Vous connaissez, on va commencer par la fronde de David moderne, version moderne. Bien, pour ceux qui ont suivi les nouvelles la semaine dernière, Keilat David, la fronde de David, qui est donc ce système amélioré, on en parlera tout à l'heure, on a Kippat Barzel, que tout le monde connaît, le dôme de fer qui abat les roquettes qui viennent de Gaza. Mais Keilat David peut intercepter des missiles balistiques et Keilat David a abattu un missile tiré par le Yémen qui venait de l'espace. Et en fait, la première guerre dans l'espace a été gagnée par Israël, où un missile israélien a battu un missile ennemi, pas dans l'atmosphère, mais carrément dans l'espace. Donc, on va essayer de comprendre d'où on est parti et où on a. Pardon. Alors, j'ai parlé des combattants. Sahal essaye d'éduquer les combattants à se battre pour des valeurs. Ce que vous voyez devant vous, c'est un document qui s'appelle Ruach Sahal. Ça définit les valeurs de Tzahal, un document très très problématique qui a été écrit par un gars encore plus problématique, le professeur Asa Kacher, et qui donne des valeurs, si vous voyez dans la définition des valeurs de Tzahal,
on nous parle que Tzahal, il y a quelqu'un qui a un micro ouvert, là, que Tzahal a 4 piliers dans ses valeurs, Masoret Tzahal, l'historique de Tzahal, mais aussi les valeurs de l'État d'Israël, les valeurs du peuple d'Israël et les valeurs universelles. Les valeurs de la Torah, en fait, sont très, très peu présentes dans ce document. Vous voyez à droite, maintenant vous voyez sur l'image les valeurs de l'écoute de la Messima, c'est de faire le maximum pour remplir sa mission, la responsabilité, la crédibilité, l'exemple, etc. Et on oublie un peu, le sionisme n'est pas dedans, la Torah n'est pas dedans, il manque un petit peu des valeurs un peu plus juives. C'est le problème de ce document, mais il faut se rappeler que Tzahal se bat en fonction de valeurs. Et actuellement, on a pu voir ces images magnifiques de ces soldats qui prient avant de partir au combat. Je voulais commencer par ces images parce que on va parler de technologie, mais la technologie n'est rien quand il n'y a pas l'aide d'Akadosh Baruch Hu derrière ou en plus, ou au premier plan, pas derrière mais au premier plan. Et donc les téphilotes des soldats et les autres pilotes qui accompagnent les soldats et l'aide d'Akadosh Baruch Hu qui sont la base de ces victoires que nous voyons. Alors là, voilà, maintenant on commence avec de la fronde de David à gauche dans une illustration du Moyen-Âge jusqu'à la fronde de David. Et regardons de quoi il s'agit. Alors, dans le livre de Shmuel, dans le premier livre de Samuel, on lit la chose suivante. V'charash lo yimatzeh b'kol eretz Israël. Dans tout le pays d'Israël, il n'y avait pas d'artisans qui savaient travailler le fer, parce que le fer, c'était une spécialité des Philistins qui ne permettait pas aux Juifs de travailler le fer. Ve'haya beyom milchama, et quand c'est cité en rouge, quand il y avait la guerre éclatée entre Israël et les Philistins, ve'lo nimtza cherev v'chanit beyad kol ha'am asher et Shaul bet Yonatan v'timatzeh Shaul Yonatan beno, et que toute l'armée d'Israël ne disposait que de 2 épées en fer, une pour Shaul, une pour son fils Yonatan, et les gens n'en avaient pas. Ils connaissaient le bronze, mais les Philistins ont des épées de fer, et une épée de fer contre une épée de bronze, ça ne laisse pas beaucoup de chance à l'épée de bronze, et malgré ça, on a gagné la bataille. Ce qui veut donc dire que déjà à l'époque, on était en infériorité technologique, mais Akadosh Baruch Hu nous a aidés à vaincre les Philistins. Aujourd'hui, on est en supériorité technologique, et Akadosh Baruch Hu toujours nous aide à vaincre nos ennemis. Et David dira, après la bataille où il a abattu le géant philistin Goliath, terminera en disant V'yed'u kol hakal hazeh ki lo b'cherev ou b'chanit yoshia Adonai ki l'Adonai hamilchama. Avant de partir au combat, où David dit je vais tuer Goliath avec ma fronde, et toute la communauté d'Israël saura que ce n'est pas la force des armes, mais c'est l'aide d'Akadosh Baruch Hu qui nous fait gagner la bataille. Alors, on l'aide un petit peu avec la technologie, ou lui nous aide à développer des technologies, et je commence en 1948. En 1948, on a une industrie militaire locale qui sait produire des mortiers, vous le voyez à droite, ça s'appelle la Davidka, du nom de son inventeur, David Leibovitch. Ceux qui habitent Jérusalem, vous connaissez Kikar à Davidka, c'est un arrêt sur la ligne du tram, parce qu'il y a là-bas une Davidka. Une fois, regardez, vous verrez ce mortier qui est là-bas sur la place. Il y en a un à Tzfat, il y en a quelques-uns dans le pays qui ont survécu depuis 1948. Il y a un micro qui est allumé qui me dérange. Ces mortiers, Davidka a sauvé la ville de Tzfat en 1948. Pourquoi? Parce que ce mortier, cet mortier fait maison, faisait beaucoup de bruit, pas beaucoup de dégâts. Mais quand il est employé par le Palmach à Tzfat en 1948, on est en mai 1948, et juste après fin avril, début mai 48, juste après que l'obus soit tiré sur le quartier arabe de Tzfat, la pluie commence à tomber. Alors c'est une époque où on est déjà après la saison des pluies. On est en 1948, c'est-à-dire 3 ans après la fin de la guerre mondiale, et les Arabes se rappellent que la guerre mondiale a fini
quand les Américains ont lâché une bombe atomique sur Hiroshima, et après il y a eu un grand nuage atomique sur Hiroshima. Donc les Arabes vont dire, les Juifs ont la bombe atomique et vont s'enfuir. Donc c'était pas les dégâts d'Adavitka, mais c'était la crainte qu'elle a inspirée à nos ennemis a fait qu'ils se sont débandés à Tzfat et la ville de Tzfat a été libérée. Alors, après, les industries israéliennes, dans les années 50, ont commencé à développer toutes sortes d'armements, mais plutôt des armements assez légers. Qui ne connaît pas le Uzi? Le Uzi, c'est devenu une légende, on le voit dans tous les films, puisqu'il sert là à droite, on voit les agents fédéraux qui protègent le président américain qui se sert du micro-Uzi. On voit dans toutes sortes de films, c'est une arme qui est devenue mythique et légendaire. C'était les débuts de l'industrie d'armement israélienne, le Uzi. Après, on l'a amélioré, c'est devenu le Galil, qui était déjà un fusil d'assaut, pas seulement une mitraillette, et qu'on a vendu à un tas de pays. Vous voyez là sur l'image tous les acquéreurs du Galil israélien, depuis El Salvador jusqu'au Népal, et au Rwanda et la Thaïlande, etc. C'était une grande réussite. Le Galil, qui est en fait une copie du Kalachnikov russe. Une version israélienne du Kalachnikov russe. Et on est aujourd'hui avec l'arme qui arme nos combattants aujourd'hui, le Tavor, qui est la dernière génération. De nouveau, c'est un petit bijou technologique. D'ailleurs, c'est pas comme vous voyez sur l'image, c'est déjà avec un viseur optique, plus de tous les viseurs de l'époque. Encore beaucoup de gadgets qui s'adaptent, sur le Tavor. Et il a été aussi copié, je crois que le FAMAS français s'inspire beaucoup de ce Tavor. Mais bien sûr, le fer de lance aujourd'hui de Tsahal, c'est l'armée de l'air. Alors on entend tout le temps les frappes de l'armée de l'air qui malheureusement est un petit peu absente ce jour de Simchat Torah jusqu'à ce que les hélicoptères arrivent. On a entendu parler de l'hélicoptère qui a amené les combattants à Kfar Maimon et qui a été abattu par les terroristes du Hamas. Baruch Hashem, les soldats n'ont pas été blessés. Le pilote a réussi à faire atterrir l'hélicoptère. Et ceux qui ne savent pas, ça a été la source d'un autre miracle, c'est que l'hélicoptère est tombé en plein dans les champs de Kfar Maimon où il y avait des dizaines de terroristes qui s'apprêtaient à attaquer Kfar Maimon. Et quand les soldats sont sortis de l'hélicoptère, ils ont engagé le combat et ça a sauvé Kfar Maimon, où les terroristes n'ont pas réussi à rentrer. Mais pour comprendre quelle est notre armée de l'air aujourd'hui avec les F-35 furtifs, les F-15, on va en parler, les F-16, etc., regardons un petit extrait du film À l'ombre d'un géant pour comprendre d'où on est parti en 1948 avec des petits avions de tourisme qui étaient en fait les seuls avions de combat qu'on avait au début de la guerre d'indépendance. Tous nos avions sont à Jérusalem. Vos 3 appareils? Oui. Et on ne dispose que d'un Piper-Cub. Sans pilote, sans bombe ni lance-bombe. Eh bien, jetez-leur n'importe quoi, trouvez quelque chose qui fasse du bruit. Vous savez, Vince m'a dit qu'il avait fait un raid sur la Nouvelle-Guinée avec des bouteilles de limonade à demi pleines. Quoi? Oui. Elle tombait droit au but en faisant un bruit d'enfer en explosant. Et ne me dites pas qu'il n'y a pas de siphon à Tel Aviv. Une guerre de première, allons-y. Et dépêchons-nous. Où est-ce faire? Un truc que nous ont enseigné les Stukas durant l'autre guerre. Une sorte de sifflet. Ça fait du boucan en tombant. C'est chouette, comme ça je ne serai pas seul. Je vais poser ça sur le siège, là. Et où est-ce qu'on fait des paris sur l'autre côté?
Bien, alors les bouteilles d'eau gazeuse, c'est peut-être efficace contre l'infanterie égyptienne, mais contre un Spitfire, se battre dans un avion de tourisme avec une mitraillette, c'est pas tout à fait se battre à force égale. Et on va commencer par acheter en 1948 des Messerschmitt allemands. Alors c'est incroyable puisqu'on est juste après la Seconde Guerre mondiale, qui a beaucoup de surplus d'armement dans le monde. Mais il y a des embargos et personne ne veut nous vendre des armes. Les Américains mettent un embargo sur les armes pour Israël, les Anglais, etc. Et donc les seuls qui vont nous vendre des armements, ce sont les Tchèques, puisque les Tchèques sont sous contrôle de Staline, de la Russie soviétique, et Staline était convaincu que Israël serait un pays communiste, et donc il enjoint la Tchécoslovaquie de nous vendre des avions, et donc nos premiers avions en 48 seront des Messerschmitt allemands construits sur licence en Tchécoslovaquie. Plus tard, ça va être l'âge d'or de l'amitié franco-israélienne, et dans les années 50, juste avant l'opération de Suez, la guerre du Sinaï, ou Miftza Kadesh en hébreu, toute notre armement sera français. Donc on aura des Vautours, des ouragans, et bien sûr le fleuron de l'armée française, le Mirage, qui sera la vedette de la guerre des 6 jours, et qui va décupler ses ventes après que va décupler les ventes de Marcel Dassault, une fois qu'Israël aura prouvé que le Mirage peut se mesurer au MiG soviétique, puisque la grande question des Français était: le Mirage a été conçu pour se battre contre les MiG, est-ce qu'il fait le poids? Et la preuve par neuf, c'était Israël dans la guerre des 6 jours, où les Mirages n'ont fait qu'une bouchée des MiG syriens et égyptiens. Donc c'est d'un côté l'armement français, de l'autre côté c'est aussi la promo-vente qu'Israël a fait aux armes françaises, mais juste après, en pleine guerre des 6 jours, Charles de Gaulle décide qu'Israël est un peuple sûr de lui et dominateur, déclare un embargo pour les armes en Israël, et catastrophe, on n'a plus d'armes, on n'a plus de pièces de rechange, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, Akadosh Baruch Hu nous amène les Américains. Et à partir de là, la guerre du Kippour, on la livrera avec des fantômes américains. Je dis ça, c'est très important ce qui est en train de se passer, ce que je suis en train de vous raconter, parce que je vous raconte une histoire de Tzal, c'est pas seulement pour vous raconter la technologie, mais il y a une idée derrière. C'est parce que moi j'étais à l'armée pendant 22 ans, et on l'entend aussi maintenant, on est obligé de suivre le diktat des Américains parce qu'on a besoin d'eux pour nos armes. S'il n'y a plus d'Américains, on n'aura plus d'armes, on ne pourra plus se battre. Alors, s'ils nous imposent un cessez-le-feu, il faut faire un cessez-le-feu parce qu'on a besoin des Américains, ils nous aident, ils ont emmené un porte-avions, ils nous aident des armes. Il faut se rappeler une chose, les Américains avant tout aident les Américains. Eux ont très peur que ça dérape en guerre mondiale, ils ont très peur que si les terroristes de Hezbollah fassent sauter nos plateformes gazières en Méditerranée, ça va créer une flambée des prix du gaz dans le monde, et ça va faire tomber le gouvernement. Je rappelle, les Américains ont des élections dans quelques mois, et si le prix du gaz s'envole, Biden n'a aucune chance d'être réélu. Et ils ne défendent pas des intérêts israéliens, ils défendent des intérêts américains, il faut le comprendre. Alors, il faut les remercier de leur aide, mais comprennent qu'on ne va pas soumettre notre souveraineté ou notre sécurité à des diktats américains. On a cru ça avec la France en 67, quand De Gaulle nous a lâchés, Akadosh Baruch Hu nous amène les Américains. Le jour où les Américains nous lâcheront, je ne sais pas, il amènera les Chinois, il amènera les Japonais, il amènera quelqu'un d'autre, ou alors il se débrouillera tout seul. Akadosh Baruch Hu, il sait très bien faire le boulot tout seul. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut comprendre que ces aides qu'on reçoit, on remercie ces nations qui nous aident, il ne faut pas se soumettre à eux. Je rappelle une autre chose, c'est que Israël est aujourd'hui la belle qualité des armements américains. J'ai dit que pendant 22 ans, j'étais officier technique à l'armée. Quand j'étais jeune sous-lieutenant, fraîchement émoulu du Technion, donc qu'est-ce qu'on sait quand on vient de finir ses études et qu'on est un jeune officier? On ne sait rien. Et j'avais un ingénieur de vente américain qui me téléphonait tous les jours pour que je teste un certain matériel qu'ils avaient développé. Alors un jour, je ne comprends plus, je vais chez un copain qui a un peu plus d'ancienneté que moi, et je lui dis: écoute, qu'est-ce qu'il me veut? Parce que ce gars, il me téléphone tous les jours, il me casse les pieds, qu'est-ce qu'il me veut? Il me dit: Ariel, tu ne comprends pas. Si tu testes son équipement et qu'il peut marquer testé par Israël, il double ses ventes. Si tu es convaincu que cet équipement est bon, tu l'achètes, alors il décuple ses ventes. Parce qu'aujourd'hui, Israël, c'est de la belle qualité,
C'était le label qualité des Mirage français. C'est aujourd'hui le label qualité des F-15 et des F-16 américains, F-35 américains. Donc il faut comprendre que c'est pas gratuit. On donne énormément aux Américains. On leur permet après de vendre leur matériel dans le monde entier. Et ils ne font pas ça uniquement parce qu'ils nous aiment. Ah, ils nous aiment, c'est formidable, mais ils le font parce qu'ils ont des intérêts géostratégiques. Et même au niveau économique, il y a des intérêts économiques énormes qui sont en jeu à donner du matériel américain à Israël. Alors Israël a dit, OK, après qu'on ait compris, pardon, l'embargo de Gaulle, on va commencer à devenir indépendant. Et Israël a commencé à développer un avion qui s'est appelé le Lavi. Ce Lavi a fait des essais en vol, il a volé, il y a un prototype qui a volé. Vous pouvez le voir aujourd'hui au musée de l'armée de l'air à Hatzerim près de Beersheba. Mais quand il a commencé à voler, les Américains disent stop, vous arrêtez. Parce qu'ils ont compris que si cet avion allait prendre l'air, il allait surclasser le F-15 et le F-16, c'était prévu pour être un concurrent du F-16. En fait, il est multitask, il est un petit peu entre le F-16 et le F-15, et qu'on allait voler les marchés des Américains, puisqu'on allait faire un avion de meilleure qualité et bien moins cher que l'avion américain. Et donc, les Américains ont dit, OK, vous arrêtez le projet, et on s'engage à vous fournir autant de F-15 et de F-16 que vous voulez. Vous comprenez aussi une chose, c'est que quand les Américains nous fournissent, c'est pas uniquement parce qu'ils nous aiment, mais ils se sont engagés à le faire parce qu'en contrepartie, on n'a pas développé la vie qui aurait en fait pris le marché des avions de combat aux Américains. Alors, il faut aussi le comprendre. Je dis une chose, comprenez, on n'est pas soumis aux Américains. On a bien sûr, on est content d'être approvisionné par eux, mais eux ont des engagements et eux ont des intérêts qui ne sont pas toujours moindres que les nôtres. Alors aujourd'hui, on vole, vous voyez, à gauche le F-16, à droite le F-15. J'ai pas mis le F-35 furtif, mais ce que j'ai mis, c'est 2 drapeaux. Pourquoi 2 drapeaux? Parce qu'en fait, le F-15 que vous voyez à droite n'est pas le F-15 américain, Eagle américain. C'est le F-15I. C'est-à-dire qu'on achète aux Américains une plateforme volante, mais toute l'électronique, tous les systèmes de communication, tous les radars, les systèmes de tir, tout est strictement israélien. Tout ce qu'on appelle aujourd'hui, on appelle ça de l'avionique, c'est-à-dire tout ce qui est électronique de l'avion, c'est israélien. On dit aux Américains, vous nous mettez des câbles dans l'avion, des connecteurs, mais les systèmes qu'on met, vous ne les connaissez pas, ils sont à nous. Donc, c'est le F-15 et le F-16, mais le F-16I et le F-15I avec beaucoup de composants israéliens qui leur donnent leur supériorité énorme. D'ailleurs, dans les combats aériens, les combats d'entraînement qu'il y a eu conjointement avec l'armée américaine, les résultats n'ont pas été publiés. Et j'ai entendu un copain qui me disait qu'on ne voulait pas publier pour pas faire honte aux Américains parce que la plupart des combats aériens d'entraînement se sont soldés avec des appareils américains abattus par des appareils israéliens. Moi, ça, je ne sais pas, c'est qu'un copain qui me l'a dit, je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai. En tout cas, cet appareil l'avion, la plateforme est américaine, mais toute l'avionique, tout ce qui est électronique est israélien. Alors, passons maintenant vers les chars. Alors, les chars, c'est la même histoire. On commence avec un char en 1948, qui est un char Hotchkiss français, qu'on a récupéré chez les Anglais. À gauche, il y a un char Cromwell. C'est deux déserteurs anglais qui nous ont donné le premier char de la guerre de 48. Et avec ça, on va se battre en 1948 à la guerre d'indépendance. Après la guerre d'indépendance, vous avez compris, ça va être la grande amitié avec la France. Pardon. Donc, on va se battre avec des chars AMX français, qui vont faire la campagne de Suez et la guerre des 6 jours. De là, on va acheter des chars plus lourds parce que le AMX c'est un char léger et quand on va vouloir des chars lourds, on va acheter des chars anglais, des chars Centurion anglais qui seront renommés en Israël Shot, d'après un verset du prophète Nahum, Kol Shot ve Kol Ra'ash Opan ve Sus Doer ou Merkava Merakeda, le bruit du fouet et le bruit des roues et les chevaux qui courent à la bataille. Donc voilà, c'est l'image qu'on voulait du tank. Donc on l'a appelé Shot, c'était aussi à l'époque un nom-code pour pas dire Centurion, pour pas faire de problème aux Anglais qui nous vendaient ce matériel. Donc le Shot, c'était le char de bataille de la guerre des 6 jours anglais. Et puis après, quand on va passer à l'ère américaine, on va recevoir des Patton américains qui s'appelleront en hébreu Magar. Et si vous regardez ce char qui est déjà là, ben de nouveau, je vous expliquais que les avions
les F-15, les F-16 sont I parce qu'ils sont américains. Là, vous voyez un char assez bizarre. Si vous regardez ce char, vous voyez qu'il y a plein de boîtes de métal accrochées sur la tourelle. En fait, ça, c'est déjà une amélioration israélienne. On avait aussi amélioré le shot de Centurion anglais. On avait changé le moteur pour un moteur diesel qui est moins explosif et on avait changé le canon. Mais là, sur le Magar, on a carrément inventé quelque chose qui était à l'époque entièrement nouveau. Vous le voyez aujourd'hui en Ukraine. Vous pouvez voir les Ukrainiens se servent de ce système parce que c'est breveté israélien, mais après on l'a vendu dans le monde entier. Ces caissons qui sont sur la tourelle sont bourrés d'explosifs et ce qu'on appelle en fait une protection réactive. Le char, il est protégé par un blindage. Ça, c'est une protection passive, c'est-à-dire que le blindage est censé arrêter les balles, les obus, etc. Mais comme avec le temps, on a inventé des obus perforants qui perforent aussi le blindage d'un tank, alors Israël a inventé la protection réactive, c'est-à-dire que dans ces caissons, il y a un explosif, et quand l'obus touche le caisson, toucher le blindage, il touche le caisson, ça fait exploser l'explosif qui est dans le caisson, et l'explosif renvoie l'obus à l'extérieur, empêche l'obus de perforer le tank. Donc c'était une amélioration de la protection du tank développée par Israël et qu'on avait surtout utilisé à partir de la guerre du Liban en 1982. Je crois que la première utilisation au combat, c'était la guerre du Liban en 1982. Donc de nouveau, on prend des armements américains qu'on améliore, mais dans la même idée qu'on ne peut pas faire confiance aux Américains, aux Européens, de façon générale aux nations, parce qu'on ne sait jamais s'ils seront là demain. Les Français nous ont lâchés, les Américains peuvent nous lâcher demain. Alors Israël décide, de la même façon qu'on a fait construire un avion, on va construire un tank. Et ce tank, c'est le char Merkava que vous voyez aujourd'hui aux premières loges à Gaza, parce que c'est lui qui ouvre la route à l'infanterie. On a notre petit dernier qui vient j'ai dit tout à l'heure, qui vient de rentrer de 4 semaines de combat dans Gaza, et qui me dit, on était devant les Golani, et on leur ouvrait le chemin parce que le tank a une puissance de feu absolument incroyable pour l'infanterie. Il est aussi bien mieux protégé que des fantassins. Et si vous regardez ce tank Merkava, vous voyez déjà une des améliorations. Vous voyez que sur la tourelle, il y a des chaînes avec des petits boulets, parce qu'en fait, l'endroit le plus fragile d'un tank, c'est le raccord entre la tourelle et la base du char. La tourelle doit tourner avec le canon, donc le raccord est fragile. Et donc, si un obus ou un missile se dirige vers le raccord, qui est l'endroit fragile du tank, il va arriver sur ces chaînes avec des boulets qui vont faire exploser le missile avant qu'il n'arrive sur le blindage du tank, de nouveau protéger le tank. Et donc, le char Merkava, quand il est construit par Tsahal dans les années 80, va être un char tout à fait révolutionnaire. Parce que jusqu'à son époque, tous les chars ont la traction arrière. C'est beaucoup plus facile technologiquement de mettre un moteur à l'arrière. Je rappelle que toutes les voitures civiles aussi, les voitures privées, roulaient avec des moteurs à l'arrière dans les années 50, 40 déjà, jusqu'à ce qu'il y ait un ingénieur juif, monsieur Citroën, qui a inventé un système un différentiel qui permettait de mettre le moteur à l'avant, ça a des avantages. Et il a inventé cette voiture qui est devenue légendaire en France, la traction avant. C'était une invention. Il fallait inventer la traction avant. Israël a inventé la traction avant pour le tank. Pourquoi c'est très important? Parce qu'on s'est rendu compte, en analysant les batailles de Tsahal, que quand des tanks ont été détruits et que leurs équipages ont été touchés, ils avaient toujours été touchés par l'avant, parce que l'équipage était en train d'attaquer, n'était pas en train de s'enfuir, mais en train d'attaquer, et l'obus a été pris par l'avant. Donc en mettant le moteur à l'avant, on augmente la protection de l'équipage, puisque même si l'obus ou le missile frappe le blindage et pénètre le char, il ne va pas arriver à l'équipage, il va s'encastrer dans le moteur, et le moteur va encaisser le coup. Donc de nouveau, il faut comprendre une chose, c'est quand un char, il a 3 missions. C'est un engin mobile, avec les chenilles, il peut rouler sur tout terrain. C'est un engin qui protège son équipage grâce à un blindage. Et c'est un engin qui a une grande puissance de feu. Il a des obus, il a un canon, il a des obus, il a des mitrailleuses, il a des mortiers. Il a énormément de puissance de feu. Maintenant, moi je suis ingénieur. Quand on est ingénieur et qu'on a 3 volets dans le cahier de charge, il est évident que l'un viendra au détriment de l'autre. Si on veut un char qui protège mieux son équipage, on va mettre plus de blindage. Mais si on met plus de blindage, le char sera plus lourd, donc moins rapide, donc moins mobile.
Si on veut mettre plus de blindage, par exemple, on s'est rendu compte aussi en Israël que les victimes de la guerre du Kippour, la plupart des tankistes qui avaient été brûlés à la guerre du Kippour, dans les champs qui avaient explosé, en fait, une fois que l'obus ennemi a pénétré le tank, il a fait sauter les obus qui étaient dans le tank. Donc, dans le Merkava, ce qu'on a fait, c'est que tous les obus sont dans des caissons étanches, de façon à ce que si le char est frappé, l'obus qui rentre ne va pas faire exploser les munitions internes du char. Si vous mettez des obus dans des caissons étanches, il y a de la place pour mettre moins d'obus dans le Merkava. Donc, comment est-ce qu'on va faire puisque le char est moins performant, il a moins d'obus, ben on va développer des systèmes de tir, des radars super puissants, des calculs extraordinaires qui font que si un char met en général le troisième obus dans le but, le Merkava va mettre le premier obus dans le but. Donc, en fait, on va avoir beaucoup moins d'obus, mais on fera les mêmes dégâts avec moins. Donc, c'est aussi, ce que je veux dire, c'est pourquoi je raconte ça, pour dire que quand on conçoit un système d'armes en Israël, il y a aussi des valeurs qui sont derrière. Et les valeurs numéro 1 en Israël, c'est de préserver l'équipage. Chez les Russes, ils s'en foutent complètement d'équipage. L'équipage, quand il est mort, on le change. Il faut que le tank soit performant et l'équipage, ils s'en foutent pas mal. En Israël, non, la priorité a été mise sur la protection de l'équipage, sur le sauvetage de l'équipage. De la même façon aussi, puisqu'on a mis un moteur à l'avant, ça a permis de mettre une porte à l'arrière. Donc le char Merkava peut emmener des blessés sur une civière, ce qu'on ne peut pas faire dans un char habituel, parce que dans un char normal, on rentre par la tourelle. Donc on ne peut pas descendre un blessé, faire passer un blessé à la tourelle avec une civière. En Israël, oui, le char Merkava peut rentrer comme ambulance blindée, récupérer un soldat blessé sur le terrain et l'évacuer avec un tank pour le sauver. Les soldats, même l'équipage du tank, si jamais ils sont blessés, c'est toujours difficile de les faire sortir du tank par la tourelle. Là, on a une porte et on peut les évacuer du tank. Donc, ce tank est extraordinaire parce qu'il a des capacités de combat les meilleures au monde. Il met l'accent sur la protection de l'équipage, donc les valeurs de l'armée israélienne, la valeur de la vie du soldat. Passons maintenant à la marine. Alors, bien, on n'en entend pas assez parler parce qu'il faut un travail extraordinaire. Je rappelle que Gaza a une frontière maritime et que les terroristes du Hamas ont essayé d'attaquer Israël par mer. Une partie ont réussi à passer le blocus de la marine israélienne. Ils ont été récupérés un peu plus loin et anéantis. De nouveau, comment est-ce qu'on commence la marine israélienne? Eh ben, notre premier on avait 2 destroyers dans la marine. On avait un destroyer qui avait été acheté aux Anglais, un surplus de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Mais le deuxième destroyer de l'armée israélienne, c'est un destroyer égyptien, le Ibrahim El Awal, qui est allé bombarder Haïfa en 48. On a réussi à le capturer, pas à le couler, mais à le capturer. Et il a été renommé Achi Haïfa, du nom de la ville qu'il essayait de bombarder. Et donc, notre deuxième destroyer, on avait Achi Elat et Achi Haïfa. Achi Haïfa, on l'a reçu des Égyptiens. Bon, ils ne l'ont pas donné, ce n'était pas offert. On a réussi à le capturer à la guerre d'indépendance. Ça, c'était le début de la marine israélienne. Qui parmi vous ne se rappelle pas l'histoire des vedettes de Cherbourg? De nouveau, à l'époque française, on a des chars AMX, on a des avions, des ouragans, des mystères, des mirages. Et notre marine aussi, on l'achète à Cherbourg et arrive l'embargo de Gaulle. Et en 69, ces vedettes qu'on avait déjà achetées, qui avaient été payées par Israël, n'ont pas le droit d'appareiller. Et par une nuit de Noël de 1969, les vedettes quittent le port de Cherbourg et rejoignent Israël. C'est une histoire rocambolesque. Ça vaut la peine d'y consacrer une conférence. Les rattacher à l'occasion une conférence sur l'histoire des vedettes de Cherbourg. Où sommes-nous aujourd'hui? De nouveau, alors là, Israël ne fabrique pas les vedettes, c'est un petit peu du reste du matériel israélien. Si le char Merkava est développé en Israël, bon, les avions, on les achète et on change l'avionique. Même chose avec les bateaux. Nos bateaux sont construits, le Dolphin, le sous-marin que vous voyez en bas, vient d'Allemagne. Le Sahar 6 aussi, si je ne me trompe pas. Le Super Dvora vient d'autres endroits. On construit à l'étranger et après, on bourse ça d'électronique et de matériel israélien.
pour protéger la frontière la plus longue d'Israël, qui est la frontière maritime. Et je rappelle qu'un des sujets qui était un des procès qui a mis en cause Benjamin Netanyahu était l'histoire des sous-marins. On l'a accusé d'avoir acheté des sous-marins pour des raisons de pot de vin, etc. Et la première chose qu'a fait le gouvernement Lapide avait été de continuer cet achat de sous-marins parce que c'était pas du tout pollution de pot de vin. On a besoin de ces sous-marins parce qu'ils protègent les côtes d'Israël, mais surtout les plateformes gazières, qui sont la proie de tout terroriste amateur qui rêve de faire sauter une plateforme gazière. Donc, les plateformes gazières d'Israël en surface, il y a des dômes de fer sur les plateformes gazières, et en sous-marin, il y a des sous-marins qui patrouillent autour pour protéger ces plateformes. Donc la marine aussi est une marine hyper performante pour protéger les côtes israéliennes. Alors Israël a développé énormément d'armements, des missiles de tout genre il y a le Spike, il y a le Python de missiles israéliens, sol-air, sol-sol, tout ce que vous pensez et vous ne pensez pas, l'armement est développé par Israël. On utilise aussi des armements américains, mais une grande partie sont développés par Israël. Et alors là, c'est quelque chose maintenant qui existe dans les armées du monde depuis des années. C'est des leurres. Comme l'ennemi d'un avion aujourd'hui, ce n'est plus un avion, mais c'est avant tout des missiles sol-air ou air-air, etc. Donc, pour se défendre, les avions lâchent des leurres. Et quand il y a un missile qui fond sur l'avion détecte le tir du missile, tire des leurres qui vont dévier le missile et préserver. De cette façon, l'avion sera préservé. Alors ça existe dans toutes les armées du monde depuis plusieurs dizaines d'années. En Israël, la différence des autres nations, c'est que c'est pas seulement l'aviation israélienne de guerre qui dispose de ces systèmes de leurres, mais même l'aviation civile, les avions d'El Al comme on se rappelle qu'un avion d'El Al a été visé par un missile, je ne sais plus où, en Afrique, je crois, non, il y a quelques années, et depuis, les avions civils israéliens ont aussi des systèmes de protection. Mais la grande nouveauté, c'est qu'Israël a développé un système de ce type-là pour le char. Et aujourd'hui, le char Merkava dispose d'un système de protection qui s'appelle en hébreu Me'il Roar, le manteau coupe-vent, en anglais le trophy, qu'on vend déjà dans pas mal de pays l'ont acheté. Et le trophy protège le tank. De la même façon, donc, quand il y a un missile qui vise le tank se rend compte qu'il est visé par un missile et lâche des leurres qui vont faire sauter le missile à côté et le tank ne sera pas touché. La première utilisation de Me'il Roar avait été à Tzuk Etan, à bordure protectrice à Gaza en 2014, et les résultats avaient été très probants puisque le Me'il Roar avait sauvé à l'époque 39 équipages. Donc 39, on sait que 39 tanks visés par des missiles, le système avait réussi à dévier le missile du tank. Et bien sûr, à Gaza, en guérilla urbaine, c'est une protection incroyable des chars, et c'est quelque chose qui n'existe, c'est nouveau, c'est inventé par Israël, puisqu'on veut protéger l'équipage. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je viens de lire aujourd'hui dans les nouvelles étant donné que bien sûr le Me'il Roar, le système de détection, il est sur le tank. D'abord, tous les tanks n'en sont pas équipés. Il y a celui qui est en tête de ligne, on va en avoir. Derrière, il y a des fois des tanks qui n'en ont pas. En plus, le Me'il Roar, ça demande aussi les leurres qui vont détourner ou faire exploser les missiles en vol. Donc ça, on finit par en manquer. Et aujourd'hui, on fabrique les Allemands fabriquent le Me'il Roar sous licence, et ils nous rééquipent avec des missiles, des systèmes Me'il Roar et des armements Me'il Roar qui sont fabriqués par Israël en Allemagne sous licence et reviennent maintenant pour nous rééquiper à Gaza. Donc ça, nous, c'est une invention incroyable. Si j'expliquais qu'à la première guerre du Liban, Israël avait inventé la protection réactive, là, ces boîtiers qui faisaient exploser le missile en dehors du tank. Aujourd'hui, on sait carrément détecter le missile et le faire exploser loin du tank. Alors, maintenant, on passe dans la guerre des étoiles parce que je vous ai expliqué que le Lavi, en 1988, quand il commence ses essais en vol, les Américains nous interdisent de continuer la production. Donc, on va débaucher 10 000 ingénieurs. Tous nos ingénieurs aéronautiques n'ont plus de quoi faire. Et ça va être le début de la course à l'espace israélienne, à développer des satellites, à développer des drones, enfin tout ce qui vole,
les drones et les satellites. Et là, on arrive à un satellite qui s'appelle OFEC, qui est un satellite espion. Aujourd'hui, on est au 16e. Le OFEC 16 a été lancé en 2020. C'est donc un satellite espion qui photographie les territoires de nos ennemis pour donner des renseignements militaires à Tsahal. Et pourquoi? Vous voyez à droite l'image de Jonathan Pollard, vous vous rappelez ce juif américain qui a fait 30 ans de prison. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il était analyste dans la mer américaine et un jour, il analyse des photos d'un territoire ennemi, un territoire arabe, et il dit, bon, d'après les accords entre Israël et les États-Unis doivent fournir ces photos à Israël parce que c'est un danger existentiel pour Israël. Et les Américains lui disent, tais-toi, c'est pas ton problème. Et Jonathan Pollard, qui a compris que les Américains s'étaient engagés à fournir toute l'imagerie satellite à Israël, ne le faisait pas. Il a donné cette imagerie, ces photos à Israël pour qu'on puisse se préparer, se défendre contre cette menace. Lui en a payé le prix, a fait 30 ans en prison. Mais ce qu'a fait Israël, c'est qu'on a compris que les Américains, malgré leurs engagements, avant d'être pro-israéliens, amis d'Israël, ils sont avant tout pro-américains. Et quand ils décident qu'ils ne veulent pas lâcher des informations, ils ne les lâcheront pas. Donc Israël a décidé de développer ses propres satellites espions. Et on a donc développé la série OFEC, qui est des satellites espions. On a d'ailleurs une deuxième série qui a été développée à partir du satellite OFEC qui s'appelle le satellite Eros, Earth Orbital quelque chose, et qui est un satellite espion mais civil. Ça aide par exemple si vous voulez pêcher le thon dans le Pacifique. Aujourd'hui, pour détecter les bancs de thon, on utilise de l'imagerie satellite et vous pouvez acheter des photos de satellites. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que toutes ces technologies qu'Israël développe ont été en fait le moteur derrière le développement d'Israël comme start-up nation, comme nation hyper technologique. Ça a commencé par des besoins de défense, mais en fait, ça a positionné Israël en tête de peloton dans tout ce qui est les développements électroniques, informatiques et tout ce qu'on sait aujourd'hui. Donc là aussi, même là, juste pour la petite histoire, un satellite, ça se tire toujours vers l'est. Pourquoi? Parce que comme la rotation de la Terre, elle est d'est vers ouest, si vous tirez contre la rotation de la Terre, la vitesse de démarrage de décollage du satellite, ça s'additionne à la vitesse de rotation de la Terre. On ne peut pas le faire en Israël parce que la plupart des ratages sont au décollage et si jamais il y a un ratage, notre satellite avec tous ses secrets tombera en Jordanie ou en Irak ou en Iran, enfin pas chez nos amis. Donc Israël est le seul pays qui tire vers l'ouest. C'est beaucoup plus compliqué, mais on peut pas le faire. On a trouvé des solutions comment faire pour tirer vers l'ouest. Étant donné qu'on tire vers l'ouest, donc que la vitesse de décollage est moins grande, on est limité dans le poids de nos satellites. Deuxième problème, c'est que beaucoup de pays savent développer des satellites, mais développer des lanceurs, c'est beaucoup plus complexe. Ce qu'Israël avait, c'est un missile balistique qui s'appelle Yericho, et on en a fait une dérivée qui s'appelle Shavit pour lancer les satellites. Mais de nouveau, le poids que peut lancer ce lanceur est limité, et c'est pour ça que nos satellites sont des microsatellites au départ. C'est des satellites qui pesaient quelques dizaines de kilos, alors que leurs homologues américains pesaient une tonne. On a tout miniaturisé de façon à pouvoir le lancer made in Israël, et donc on a fait des satellites qui sont beaucoup moins chers que cet américain. On n'a pas besoin des grosses fusées Saturne, on n'a pas besoin de centrales électriques qu'il y a sur les satellites américains, puisque tout est miniaturisé. Et donc, de nouveau, on devient compétitif et on leur crée une concurrence sur les marchés, ce qui déroge un petit peu nos amis. On a aussi, après, développé des satellites de communication, le satellite Amos. Mais, OK, continuons. J'ai dit que ces ingénieurs ont fait la course à l'espace, mais ils ont aussi développé les drones. Alors, on a commencé par le Scout, vous voyez à droite, un petit drone espion avec une caméra pour les renseignements militaires. Il pouvait survoler les zones ennemies, mais il a une endurance assez limitée et une caméra assez limitée. Aujourd'hui, l'équivalent du Scout, c'est le Skylark, le Rochev Shamaim, qui est déjà un drone qui est au niveau des unités d'infanterie. Si un commandant de Golani veut savoir ce qu'il attend derrière la colline ou derrière le pâté de maison qu'il est en train d'attaquer, il a son drone qu'il peut lui-même lancer pour aller prendre des images de ce qu'il attend derrière la colline. Donc, c'est plus du tout au niveau stratégique, c'est au niveau tactique. Et mon fils m'a raconté qu'il y a 2 semaines, il y a un tankiste qui crie à la radio « attaque de drone ». Alors, tous se mettent à tirer sur les drones. Et tout à coup, ils entendent dans leurs écouteurs « ne tirez pas, c'est un drone à nous ». C'était
un commandant de Golani qui avait lancé le drone. Voilà, donc aujourd'hui le drone il est au niveau des pelotons, des compagnies d'infanterie qui ont leur propre drone. Bien sûr, Israël a des drones tout à fait aujourd'hui d'une autre capacité. À gauche, vous voyez un drone, le Harpy, qui avait fait ses preuves au Liban en 1980, j'oublie combien, quand on a démoli la DCA syrienne, parce que c'est un drone d'attaque en fait. Ça, c'est un drone qui se guide sur l'émission du radar et qui détruit, il explose sur le radar, il détruit le radar. Donc c'est un drone d'attaque. À droite, on a le Hermès qui lui est carrément peut être armé de missiles. Donc au début, c'est un drone de nouveau de renseignement qui peut rester en l'air des heures et à une portée énorme. Aujourd'hui, il peut carrément être armé et on entend des attaques qui sont livrées non plus par des avions, mais carrément par des drones. Donc c'est aussi c'est un développement qui a été un développement après le Lavi et qui a positionné Israël de nouveau comme le leader mondial dans le domaine des drones. Et quand on entend les attaques que les Américains font avec leurs drones prédateurs qui attaquent en Afghanistan ou un petit peu partout dans le monde, en fait, le Predator, c'est une collaboration avec Elbit, c'est un dérivé du Hermès de Elbit. Alors de nouveau, pour la protection aérienne, on avait commencé par les Hawk, des missiles qu'on avait reçus des Américains. Vous voyez une batterie de Hawk américains. Et de nouveau, comme on ne veut pas être dépendant et qu'on a nos ingénieurs, on a développé aujourd'hui Kippat Barzel, le dôme de fer dont tout le monde en parlait. Et ça, il faut comprendre. Parce que quand je parle de miracles, que Dieu aide Israël et qu'il y a des miracles, d'abord le premier miracle, c'est la Chorma. Parce que la Chorma, on l'a reçue de quelqu'un, on l'a reçue d'Akadosh Baruch Hu. Quand on a commencé à développer ce dôme de fer pour se protéger des missiles de Gaza, les Américains nous ont dit on aura un premier prototype dans 15 ans. En 3 ans, on avait un système opérationnel qui fonctionnait. Donc, personne n'a cru qu'en 3 ans, on pouvait développer un système qui intercepte en l'air un missile qui fonce à 1000 à l'heure, et c'était fait en 3 ans. Donc cette Chokhmah, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est Kippat Barzel. Mais après, il a fallu se mesurer aux missiles comme les missiles que nous tirent nos amis du Yémen, les Houthis du Yémen, alors pour ça on a la fronde de David, le Kela David, et après on a le Chetz, qui est dérivé on avait commencé avec le Patriot américain, aujourd'hui on a le Chetz 2 et le Chetz 3, qui eux sont pour mission d'abattre les missiles tirés par l'Iran, qui sont déjà des missiles balistiques, qui foncent dans l'espace. C'est déjà tout à fait, ça vraiment déjà la guerre des étoiles, et ça fonctionne. Le seul problème, c'est qu'un missile comme ça coûte plusieurs millions de dollars. Donc, déjà, Kippat Barzel nous met un petit peu à plat parce qu'un Kippat Barzel coûte 50 000 euros. On en tire 2 contre chaque missile de Gaza. Donc, comprenez qu'on a besoin, c'est pour ça qu'on a besoin des Américains pour nous rééquiper, parce qu'au prix que ça coûte et au nombre de missiles dont on a besoin, on n'arrive pas à suivre la demande et à suivre peut-être le coût économique. Mais de nouveau, ne croyez pas que les Américains nous les fournissent parce qu'ils nous aiment. C'est vrai qu'ils nous aiment, peut-être, mais surtout parce que ça permet à Israël de protéger ses villes. Et donc, on peut faire une attaque à Gaza pour chercher les terroristes. Si on n'avait pas Kippat Barzel, on n'aurait pas le choix, on aurait aplati tout Gaza les 3 premiers jours du combat. Donc, si vous voyez des combats qui durent déjà depuis 1 mois, où on cherche les orifices et les terroristes, c'est parce qu'on a Kippat Barzel et qu'on sait que les gens à l'arrière sont protégés. Si on savait que les terroristes sont capables de tirer sur les villes et de faire des dégâts énormes, de causer des centaines de victimes dans les villes, on n'aurait pas le choix, on aurait carrément rasé Gaza. Alors, les Américains nous donnent les Kippat Barzel pour qu'on ne rase pas Gaza. Donc, comprenez de nouveau ce que j'ai expliqué, que Israël doit faire ses choix et définir ses priorités et sa défense. Parce que peut-être notre défense, les intérêts d'Israël sont de raser Gaza, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on reçoit une aide américaine, il y a aussi un prix à cette aide, et ce n'est pas uniquement pour les beaux yeux d'Israël. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi les nouvelles, la semaine dernière, on a vendu un Kela David, donc après que ce missile ait magnifiquement abattu un missile qui venait du Yémen et un autre qui venait de Gaza, qui visait Tel Aviv, on a fait un contrat avec la Finlande pour 1,3 milliard de shekels. Donc comprenez avec quel argent on peut faire cette guerre hyper technologique à Gaza. Ces armements coûtent très très cher, mais effectivement, ces développements militaires nous donnent une avancée technologique dans beaucoup d'autres domaines. Il y a des retombées après dans le civil aussi, mais aussi les Européens maintenant menacés, quand ils voient ce qui se passe en Ukraine, nous achètent des dômes de fer, des Kela David,
des miroirs pour leurs tanks. Et en fait, il y a énormément de contrats qui sont signés, même pendant les combats avec Israël, parce qu'ils ont compris que c'est l'avenir. Regardons un petit peu la publicité pour ce qu'est la David. On a presque fini, n'ayez pas peur. Accessible. שוק ממקם, מטרה באוויר. כל תחנות קלע דוד, שימו לב, מטרה מאיימת מכיוון בנקודה שגובה אל תחנות רגל. תוכנית יירוט התקבלה. משגר חמוש ומוכן. 3, 2, 1. גרט באוויר. Vous venez de voir plusieurs millions de dollars partir en fumée, mais c'est ce qui donne la possibilité à Israël de se protéger et je dis qu'il donne la supériorité technologique à l'armée d'Israël. Mais je ne voudrais pas finir sur une supériorité technologique sans rappeler que la supériorité d'Israël, c'est avant tout les soldats. C'est l'abnégation, la bravoure de ces soldats qui se battent et avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Alors on va entendre l'ordre donné par le commandant de la région sud au char d'avancer vers Gaza. תחנות פיקוד הדרום כאן קודקוד. אנחנו יוצאים למתקפה על החמאס וארגוני הטרור ברצועת עזה. מטרתנו היא אחת, ניצחון. לא משנה כמה תהיה ארוכה הלחימה, כמה קשה, אין תוצאה אחרת מלבד ניצחון. אחי הלוחמים, התושבים של בארי, שדרות, ניר עוז, כפר עזה ויישובי מערב הנגב ואיתם כל עם ישראל, כולם מביטים בנו כעת. כמוני, גם הם סומכים עליכם ומאמינים בכם. אתם דור הניצחון. Donc la technologie, c'est beau, mais ce qui est plus important, c'est l'esprit combatif des combattants. Et je voudrais finir avec la conclusion de cette conférence. Vous voyez à gauche des photos d'un défilé militaire du Yom Ha'atzmaut, qui était à Haïfa, dans les années 50. Et des élèves ont demandé au Rav Tzouda est-ce qu'ils avaient le droit d'aller voir le défilé militaire. Pourquoi est-ce que poser cette question à un rabbin? Est-ce qu'on a le droit d'assister à un défilé militaire? Parce que la Torah dans Dvarim nous dit que, attention, Akadosh Baruch Hu va t'amener en Eretz Israël, dans un pays formidable, avec des fruits formidables, un pays où coule le loup et le miel. Fais attention de ne pas oublier l'Éternel ton Dieu. Ve'amarta bilvavecha, tu vas dire dans ton cœur, Kochi v'otsem yadi et achayil hazeh, c'est ma main, c'est la force de mon bras qui m'a fait réussir. Ve'zacharta et Adonai Elohecha ki hu anoten lecha koach lasot chayil, mais rappelle-toi ton Dieu qui te donne la force, cette force de te battre. Alors, beaucoup de rabbins expliquent qu'il y a une interdiction de la Torah de dire Kochi v'otsem yadi, qu'on n'a pas le droit de dire c'est ma force, parce que c'est Dieu qui fait. Donc, on n'a pas le droit d'aller au défilé militaire. Le Rav Tzouda leur a répondu pas du tout. C'est une mitzvah d'y aller. La Torah dit, c'est pas marqué, ne dis pas, Altomar, ne dis pas dans ton cœur, c'est ma force, c'est pas ma force, c'est pas ça. La Torah dit, dis-le, c'est pas ma force, et rappelle-toi que cette force te vient de Dieu. Parce que si tu ne comprends pas que c'est pas ta force, tu vas rien faire. Alors tu vas être assis à tourner les doigts en disant, Dieu fait tout pour moi. C'est pas comme ça que la Torah nous le demande. Là, quand on veut gagner sa vie, on va travailler, et on demande la parnassa à Kadosh Baruch Hu. Quand on est malade, on va chez le médecin et on demande à Kadosh Baruch Hu la refoua. Il n'y a que dans le domaine militaire que certains pensent qu'on s'assoit et que Kadosh Baruch Hu fait tout. Non.
De la même façon qu'on va chez un médecin en demandant à Kadosh Baruch Hu la refoua, qu'on va au travail en demandant à Kadosh Baruch Hu la parnassa, on va à la guerre en préparant la guerre et en se battant et en demandant à Kadosh Baruch Hu de nous faire réussir. Donc c'est une mitzvah et le Rav Kook va dire allez-y et comprenez, au contraire, faites cette mitzvah de vous rappeler que c'est Kadosh Baruch Hu qui nous donne cette force. Et quand on sort d'Égypte, la Torah nous a dit que Pharaon ne vous laissera pas sortir et donc Dieu va intervenir. Votseti et sivotai et amim bnei Israël, je sortirai mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Et là-dessus, les commentateurs, notamment le Or HaChaim, Rabbi Chaim Anatar, qui vient du Maroc au XVIIe siècle, va nous enseigner Ume'ata lo yikare bekinut tzivot Adonai la Israël amromim meulim. Qui c'est qui est appelé par le texte Tzivot Adonai, les armées de Dieu? Il s'agit du peuple d'Israël, des armées d'Israël. Il faut comprendre que cette armée, Tsahal, n'est pas l'armée du peuple juif, elle est bien sûr l'armée du peuple juif, mais elle est l'armée du Dieu d'Israël qui est là pour ramener Israël sur sa terre, le défendre et ramener le bien dans le monde et Malchut Hashem dans le monde. Alors, je termine par une photo qui a défrayé la chronique la semaine dernière. Vous voyez un officier, un lieutenant-colonel qui est en train de lire la Torah à Gaza. Et comme il n'a pas le doigt pour suivre la lecture de la Torah, alors il suit la lecture de la Torah avec un couteau de commando. Alors du coup, ça s'est déchaîné sur les réseaux. On n'a pas le droit. C'est une arme de guerre. Là, on lit la Torah. Est-ce qu'on a le droit? Alors le Rav Aviner a écrit une tchouva ilchatique pour expliquer pourquoi on a le droit. C'est vrai qu'on ne construit pas le misbéach avec du fer, mais il a expliqué pourquoi certains pensaient que non, et pourquoi il n'y avait aucun problème. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'après tous les arguments de halacha, le Rav Aviner ramène une petite histoire. Et il raconte l'histoire d'un célèbre pirate, le Rav Shmuel Falachi. J'en ai parlé dans une conférence sur les pirates juifs, vous pouvez la trouver en ligne. Et le Rav Shmuel Falachi, qui était donc pirate pour se venger de ce que les Espagnols avaient fait aux Juifs d'Espagne, avait sur son bateau pirate, il avait une synagogue. Et il arrivait à la synagogue avec son sabre de pirate. Donc quelqu'un lui a fait la remarque, Kvod Arav, Enzer Raoul, l'Achnis Cherev, le Bet Atfila, on ne peut pas venir à la prière avec un sabre. Et le pirate Rabbi Shmuel Falachi lui répondait, je ne quitterai pas mon glaive jusqu'à que j'ai fini de me venger des rois d'Espagne pour ce qu'ils ont fait à mes frères juifs. Donc voilà, quand il s'agit de venger les frères juifs, cette arme devient une arme de mitzvah, et donc on peut suivre la Torah, dit le Rav Aviner, avec le couteau. Et le Rav Yosef Zini d'Ashdod a ajouté, justement, ensuite de ce que j'avais dit avant du Rav Tzouda qui avait enjoint à ses élèves d'aller voir le défilé militaire, et le Rav Tzouda avait dit, les tanks, les canons, les avions, et les uniformes de Tsahal sont des tashmiché Kedusha, comme le talit et les tfilin. Et donc, c'est une mitzvah, c'est de la Kedusha. Et je veux donc finir par cette tfila pour que Dieu protège les soldats et les ramène sains et saufs et victorieux. Avraham, Yitzchak, Yaakov, Oyevarech et Chayalei, Tzva Hagana leYisrael, Oyevarech et Chayalei, Tzva Hagana leYisrael, Oyevarech et Chayalei, Tzva Hagana leYisrael, Mishem. Ceux qui veulent la suite de la chanson, vous la regarderez sur Internet. J'avais encore un petit film sur le peuple aussi, parce qu'il n'y a pas que l'armée, mais derrière, il y a un peuple qui fait du volontariat, du bénévolat, qui aide et qui se mobilise. C'est magnifique. Voilà, mais ça fait déjà 1 heure que je parle, c'est beaucoup. Donc, je vais couper la présentation et s'il y a des questions, avec plaisir. Bevakasha, vous pouvez ouvrir votre micro et poser vos questions à Ariel. Bonsoir Ariel, si je peux poser une question.
Avec plaisir. Melka Adré. J'aurais aimé savoir, j'ai vu passer les rapports d'Alouf Brick, je crois, qui était très critique sur la façon dont, je sais même pas comment dire ça, dont l'armée s'était préparée ou pas à ce qui est arrivé le 7 octobre, malheureusement. Et j'aurais aimé savoir dans quelle mesure il y avait eu une certaine faillibilité, le fait que quand même, on a mis beaucoup de temps à réagir et que les bases ont été quand même occupées un certain temps par l'ennemi. Donc voilà ma question. Il y a malheureusement beaucoup d'erreurs qui ont été commises. Mais ça sera les commissions d'enquête qu'il y aura après la guerre. C'est vrai que nos généraux étaient prisonniers de cette conception que les Arabes veulent la paix, ils veulent la qualité de vie. Et on s'est un petit peu endormi. Ça nous est déjà arrivé à la guerre du Kippour. On pensait qu'on ne retomberait pas dans cette erreur, mais malheureusement, oui, on a des gens on a d'excellents soldats qui viennent avec une bravoure extraordinaire se battre. On a des officiers qui, à certains niveaux, on leur fait un lavage de cerveau pour leur expliquer que s'ils veulent progresser, et alors ils doivent embrasser certaines thèses progressistes et comprendre que non, il n'y a pas d'ennemis. Il y a des choses qui ont changé. C'est vrai qu'il y a eu un réveil très très profond, pas encore assez à mon sens. Mais il y a le grand réveil a été que pour la première fois depuis, je sais plus, une trentaine d'années peut-être, quand j'ai fait passer tout à l'heure l'ordre de partir au combat du général du Front Sud, il a dit Nitzachon, on est parti pour gagner. Les dernières opérations, plomb durci, il n'y avait pas ce mot-là Nitzachon. On n'a pas dit on va détruire le Hamas. On avait dit on veut retourner à la case départ, on veut ramener le calme, on veut. Là maintenant, les définitions sont plus nettes. On parle d'ennemis. J'étais à l'armée ça fait des dernières années. Il y a plus de oyev. Il y a plus d'ennemis. Il y a comment on appelle ça? Je sais pas en français. Comme dans un jeu d'échecs, il y a Une menace. l'adversaire, mais c'est pas l'ennemi, c'est pas un méchant. On avait complètement foiré tout ça. L'armée s'est pas encore réveillée, les généraux se sont pas encore réveillés. On a encore du boulot à faire, malheureusement. Mais pour l'instant, au moins pour ce qu'on voit, il y a du mieux. Moi, j'étais très très pessimiste au début de cette opération parce que j'avais peur que l'armée allait refaire ce qu'elle a fait malheureusement dans Plomb durci où on a entendu Benny Gantz, qui est aujourd'hui le ministre de la Défense, qui avait fièrement raconté qu'il avait pris des risques, qu'il avait fait courir des risques insensés à des soldats pour minimiser les pertes humaines, les pertes civiles des Arabes. Alors, je vois qu'aujourd'hui, au moins, de là, on s'est un petit peu réveillé, on prend beaucoup moins de risques. Il y a toujours des risques, dans une guerre, il y a des risques, mais on prend beaucoup moins de risques que ce qu'on a fait dans le temps. Dans le temps, les risques étaient complètement... c'était... Je vais dire une chose, moi j'avais mon aîné qui maintenant n'est plus là, il a passé l'âge, il n'a plus été rappelé, puis il a fait plusieurs guerres, et un jour il est venu chez moi, c'était en 2005, juste au désengagement. On a chassé les gens de Gush Katif, quand on a offert le Gush Katif et la banque de Gaza au Fatah et puis après au Hamas. Mon fils est venu chez moi, il m'a dit papa, lui il était à l'époque, il servait dans une unité qui s'appelait Shimshon, qui était spécialiste de Gaza. Il m'a dit papa, s'il y a le moindre pépin qu'on est obligé d'intervenir, je suis mort. Alors je lui ai dit je ne te permets pas de parler comme ça, explique-moi ce qui se passe. Il m'a expliqué comment était le mode d'attaque de Tsahal, qui prenait des risques absolument incroyables pour éviter de toucher un civil de Gaza. J'ai dit, dans ce cas-là, sur le terrain, si tu reçois un ordre pareil, tu refuses. Purement simplement. Tu dis à ton officier, si tu veux te battre comme ça, tu le fais toi, moi je refuse. Je peux dire moi-même que au cours d'officier, j'ai fait être éjecté du cours d'officier pour ça. Qu'on a fait une soirée, un vendredi soir, on avait une discussion, et le thème de la discussion, c'était on est à Gaza, on était à Gaza, en opération à Gaza. Et donc après, notre
être rentré à la base après le repas de vendredi soir. On discute et l'officier nous dit, voilà, le cas de figure est le suivant. Dans la maison devant toi, il y a peut-être il y a un terroriste sur lequel on va mettre la main dessus. Et il est très dangereux, il faut l'abattre. Mais d'après les renseignements, il y a peut-être des civils dans la maison. Qu'est-ce que tu fais? Alors, on a débattu de ça pendant une heure. Au bout d'une heure, l'officier me dit, Ariel, on t'entend pas, tu restes dans ton coin, tu n'interviens pas. Je dis, mais je comprends pas ce qu'il y a à débattre. C'est très simple. On sait comment on fait. On ouvre la porte, on jette une grenade, on rentre en mitraillant et on abat le terroriste. Et l'officier me dit, oui, mais il y a peut-être un civil dans la maison. Je dis, mais c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est d'entrer en vie. Alors, si tu veux le terroriste, c'est comme ça qu'on fait. Si tu veux pas, je rentre pas dans la maison. Mais risquer ma vie parce qu'il y a peut-être une femme civile, je refuse. Et j'ai failli être éjecté du cours d'officier pour ça. C'est vrai qu'il y a au niveau des messages. C'est pour ça que j'ai commencé dans cette diaporama par ce Ruach Tzahal. Malheureusement, cette éducation qu'on fait aux soldats de Tzahal, dans lesquelles les valeurs qui sont prônées, qui sont enseignées, sont des valeurs profondément humanistes, progressistes, et il manque le côté juif. Je vais être très cru, j'espère mais je dis, le barème, c'est pas nous qui l'avons fixé, c'est le Hamas. On a échangé, quand ils ont voulu nous rendre Gilad Shalit, ils ont demandé en échange 1000 terroristes du Hamas. C'est-à-dire que le Hamas a donné le barème. Un juif vaut 1000 arabes. J'ai une question, Ariel. Oui. Je ne sais pas si vous avez fini de... Oui. Ah, alors, voilà, dans votre antérieure conférence de cette série, et vous aviez parlé de ce que vous pensez. Quand vous aviez dit, je pense pour moi que du moment qu'on est à Gaza, du moment qu'on a conquis un territoire, eh ben, on emmène le lendemain, une base militaire et on emmène des maisons préfabriquées. Et on fait des villages agricoles. Exactement, vous avez dit ça. Pas seulement ça, vous avez dit quelque chose vous avez rapporté des mots du Ravuri Cherki, qui est exactement ce que moi je pense. Mais vous le dites tranquillement, mais à moi, ça me fait bouillir le sang. Mais vraiment, c'est-à-dire que le Ravuri Cherki, il a dit que les morts, nos soldats morts, on est déjà vers le 60 et quelques, la seule chose qui vaut la peine pour ce sang qui a été versé, c'est de rentrer. Et depuis que le monde existe, quand on conquiert un territoire, eh ben, Kava, et même ce soldat qui a envoyé une vidéo depuis Gaza, il a dit Kavashnu, anachnu kovshim, anachnu megarshim, ve'anachnu nirnasim, zéro. Alors, je sais qu'il y a une grande portion des gens qui pensent comme ça, et je me demande et je vous demande qu'est-ce que on peut faire parce que je continue de penser que nous sommes très soumis. Alors, qu'est-ce que vous pensez comme factible de faire? Je ne sais pas, aller manifester, envoyer une lettre, je ne sais pas. Parce que déjà, il y a le danger de Lapid qui est complètement hors bon, qui a dit qu'il faut donner à l'autorité palestinienne. Et vous avez parlé dans votre vidéo passée de tout qu'il n'y a aucune différence entre le Fatah et le Hamas. Et Gantz, à peu près aussi, il est à peu près de ce côté. Et Bibi, il est trop centriste. Et pour moi, il est obsédé de faire plaisir aux États-Unis. Alors, oui, voilà. Je t'interromps pour laisser Ariel répondre. Oui. Il s'agit d'autres conférences, pas dans cette série-là, mais ce que je veux dire, c'est que des manifestations en temps de guerre, c'est problématique. Surtout que si on commence à manifester, alors ceux qui ne sont pas d'accord manifestent de côté, on va revenir où on était avant. C'est pas une question de manifestation. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a un processus qui est en train de se mettre en place. Et c'est pour ça que je suis un petit peu pessimiste par exemple, je viens de recevoir aujourd'hui deux organisateurs de groupes qui m'ont dit de replanifier des groupes qui devaient être en décembre. On va de le replanifier pour mars. Et je leur ai dit que moi, à mon avis, en mars, on n'aura pas fini.
parce qu'on est en train de se réveiller et le réveil va être compliqué. Je ne sais pas si vous suivez un peu ce qui se passe, mais le Hezbollah est en train d'intensifier. Aujourd'hui, il y a déjà une base militaire qui a été touchée assez salement dans le nord. Ça s'intensifie dans le nord. Il y a chaque jour des problèmes graves en Judée-Samarie. Donc, moi, ce que je pense, mais ça n'engage que moi, c'est que Akadosh Baruch Hu est en train de nous faire un processus de réveil. Et se réveiller, il y a des gens qui étaient déjà réveillés, qui étaient déjà plus réveillés avant, disons, donc ils se réveillent plus vite. Il y en a qui ça prend plus de temps. C'est pour ça que ça va prendre du temps parce qu'on est dans un processus de réveil. Moi, une chose qui me dérange énormément, moi, je suis en Israël depuis 45 ans, c'est que j'avais l'impression que les dernières années, c'est ça. Il n'y a plus de projets sionistes. Dans le temps, on voulait construire encore des villages. Aujourd'hui, c'est quoi le projet sioniste? C'est de faire du high-tech et d'aller faire du ski en Europe et du shopping à Dubaï. Et là, Akadosh Baruch Hu est en train de nous secouer un petit peu, peut-être pour nous dire que de réviser un petit peu notre projet sioniste, ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut arriver. Mais ça prend du temps. Se réveiller, c'est pas facile. Mais là, malheureusement, c'est quelque chose de difficile à dire, mais dans beaucoup de croisées de chemin de notre histoire sioniste, c'est les Arabes qui nous ont forcés à faire ce qu'il fallait faire. Il y a des choses à faire qui étaient écrites, mais on ne voulait pas les faire. Et c'est les Arabes qui nous ont forcés. Donc, moi, je suis optimiste que si Akadosh Baruch Hu nous a confrontés à ces choses tellement difficiles les dernières semaines, c'est pas parce qu'il nous vaut du mal, parce qu'il nous vaut du bien. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé, quel était le plan des Arabes de faire cette attaque concertée le même jour avec le Hamas à Gaza, le Hezbollah au nord, les Arabes de Samarie, les Arabes d'Israël qui refait les attaques dans les villes, et le Yémen qui tire des missiles, et la Syrie qui tire des missiles, mais l'État d'Israël aurait été détruit. Donc il y a vraiment, je dis avec tout ce que c'est dur à dire parce qu'on paye un prix très cher, on a malheureusement beaucoup de victimes, mais il y a un chesed énorme parce que ce que nos ennemis avaient prévu, c'était ni plus ni moins que la destruction de l'État d'Israël. Et le fait que le Hamas ait devancé le reste, ça nous a fait nous réveiller. On a fait des choses qu'on n'a pas fait depuis 15 ans. On a remobilisé toute l'armée, on a réentraîné l'armée. La plupart des unités, avant d'aller sur le terrain, on fait des entraînements. Et même maintenant, les unités qui sont en ligne et les autres qui repartent à l'arrière s'entraîner. On remplit les équipements qui nous manquaient dans les magasins d'équipements. On est en train de se réveiller. Alors, je pense qu'à la fin, oui, on avancera dans le projet sioniste. Moi, je vois ce projet sioniste qu'après je l'avance. Et je rappelle que le projet sioniste finit à Jérusalem, au mont du Temple. Il y a encore beaucoup d'étapes devant nous. Et il faut se garder en vue la suite du programme. Quand Israël pense qu'on n'a rien à faire à Jérusalem et que Jérusalem, on peut discuter et au mont du Temple, les Juifs ne peuvent même pas aller prier. C'est qu'on a un problème très grave au niveau de ce qu'est le sionisme et ce qu'est ce retour d'Israël sur cette terre. Vous avez une question? Oui. Est-ce que vous pensez, ok. dans ce cadre-là, qu'il est justifié que les civils s'arment ou se préparent? Le fait que les civils s'arment, c'est nécessaire. C'est absolument nécessaire, mais dans un cadre normal. C'est-à-dire qu'acheter des armes pour avoir une arme à la maison sans savoir s'en servir, c'est plus dangereux que de ne pas avoir d'arme. Mais attention, une arme, c'est un engin qui est fait pour se battre, il est dangereux. Donc, des gens qui ont fait un entraînement militaire, qui ont fait un entraînement, mais acheter un pistolet, avoir tiré 3 balles dans un stand de tir, c'est plus dangereux pour la personne qui l'a et pour ses voisins qu'autre chose. Donc, je pense que ceux qui ont fait l'armée, qui savent se servir d'une arme, ou il y a une voisine au village chez nous qui a acheté une arme, et ma femme me dit, elle est complètement cinglée, toutes les semaines, elle va s'entraîner, elle tire chaque semaine, enfin bon, si c'est à ce niveau-là, d'accord. Mais juste acheter une arme et avoir tiré 3 balles, c'est un danger, attention. Malheureusement, il y a malheureusement des accidents de balles perdues, de gens qui lâchent une balle. Si on ne sait pas servir d'une arme, non, c'est plus dangereux qu'autre chose. Ariel, je peux poser une question sur la technologie dont tu parlais. Qui parle?
Oui, c'est moi, Alain. Ceux qui parlent, s'il vous plaît, Excusez- allumez vos caméras, ce serait sympa que je vois qui parle. je suis dans le noir, donc ça aidera pas à grand-chose, je te l'admets, Ok. mais je suis dans la voiture dans le noir. J'ai vu la main. Ouais. Sur la limite de la technologie, je voulais poser une question. Ça fait penser un petit peu à la ligne Maginot, le barrage qu'on avait fait à Gaza, la ligne Maginot ou la ligne Bar-Lev il y a 50 ans. On ne met pas des gens qu'il faut derrière. Donc, où est-ce qu'elle est la limite entre la juste utilisation de la technologie et ce qui devient la Avodazara, où on met la technologie sur un piédestal et on oublie que derrière, il faut les harachim, il faut des gens, il ne faut pas déconnecter les deux. Quand Brick il avait fait son rapport il y a quelques années, une des choses qu'il avait paniqué autant que le vide des Yamachim, c'était l'ignorance crasse des soldats israéliens qui ne savaient pas dire qui c'était Ben Gurion et qui étaient complètement coupés des valeurs. Et je connecte ça à la Marechet Achinour. Quand on ne réapprend pas aux enfants 5 iridotes d'histoire, 5 iridotes de Tanakh, c'est très très dur de faire des harachim à l'armée. Et enfin, moi, j'avais eu ce choc quand j'étais à l'école d'officier aussi, de voir l'ignorance des Israéliens, enfin des officiers, des aspirants avec moi, qui ne connaissaient mais rien, rien, rien. C'était effarant. Je veux dire, dans le public sioniste religieux, chaque jeune qui a un profil de combat va être combattant. Alors, c'est pas mal parce que y a une partie qui seront officiers, subalternes, hein, parce que l'officier supérieur, il faut qu'il soit du politiquement correct, mais ils ont une grande force d'éducateurs. Le problème, c'est que dans les autres